Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 370 déjà. Eh oui. Paris, sale temps pour un mois de mai. À part à Cannes peut-être et encore, parfois même là-bas, ça rimelle sur les smokings et ça ruisselle sur les robes longues. On me dit qu'il y a des brushings qui se font la malle pendant que l'on tente tout de même de chanter et de danser sous la pluie. Ceci étant établi, je vous pose comme au jeu, vous savez, des 1000 € la question bleue. La France résiste-t-elle mieux que ses partenaires par ces temps de crise ? Bon. Mais honnêtement, j'ai un problème. J'hésite à commencer cet éditorial qui se voudrait tonique par une nouvelle triste, grave et presque de nature à nous faire fondre en larmes si nous sommes hypersensibles, patrons séquestrés ou chômeurs de longue durée. Donc, le cœur en lambeaux. Patricia, notre Patricia Cass, a perdu l'Eurovision. Oui, c'est dur, très dur. Notre héroïne, huitième, derrière la Norvège, l'Islande, l'Azerbaïdjan, la Turquie, la Grande-Bretagne, l'Estonie, la Grèce. Oui, je sais, le ton de cette émission est définitivement plombé. Que valent maintenant, ce dimanche, les cris de victoire de la chorale dirigée par François Fillon et Christine Lagarde, dont l'hymne « On est les meilleurs » aurait dû, lui, représenter la France à Moscou, histoire de mettre de l'ambiance. On aurait gagné, c'est sûr. Mais là, écoutez, honnêtement, tout avait mal démarré, un complot. Souvenez-vous, cette annonce, toute la traque, le vendredi matin à 8h45, le coq gaulois en a vraiment pris un coup sur le plumage. La France était entrée officiellement en récession. Bon, la récession, d'accord, mais l'échec de Cass, non. C'est trop haut, on n'en peut plus. Essayons de comprendre, soyons bons joueurs, malgré le chagrin. Prenons la récession. Elle est mastoc de l'inédit du jamais vu depuis 1945. Mais on nous dit en haut lieu que c'est rien du tout. La France s'est connue sème quand elle se compare. Alors on ne s'en prive pas. D'abord, on aura une croissance en hausse négative, si vous voyez ce que je veux dire, de -3 en 2009. D'accord, mais c'est rien du tout. Par rapport à nos chers camarades allemands, les pauvres, -3,8, et à nos frères européens, slovaques ou lettons, qui avec leur PIB, qui dégringole de 11,8. Oui, 11,8, ça veut dire c'est comme des stars qui montraient les marches de Cannes, mais à l'envers et en accéléré sous l'averse. Non, franchement, avec nos 3,8, notre -3, on est les meilleurs. Mais quand même, Cass plus -3 égale dur. Bienheureux Français tout de même, malgré 1 million supplémentaire de chômeurs d'ici 2009, malgré Besancenot, Villepin, Bayrou et les autres qui nous prédisent une croissance positive, celle-là, mais de la fièvre sociale. Oui, malgré tout ça, bienheureux Français tout de même, détenteurs d'un modèle social exceptionnel que le monde entier nous envie. Notre modèle social, n'est-ce pas Xavier Bertrand, si brocardé, serait aujourd'hui notre sauveur suprême, notre amortisseur céleste. Souvenez-vous, trop de protection tue la protection. Nicolas Sarkozy, alors candidat, proclamait ce système produit aujourd'hui plus d'injustice qu'il n'en combat. Alors, nos concitoyens ont voté et ont choisi le changement, la rupture avec les idées, les valeurs, les comportements du passé. 2 ans après, en ces temps de crise mondiale, on semble redécouvrir avec les délices, les vertus de cet État si désuet, mais si protecteur. On s'extasie au gouvernement et la presse internationale, merci beaucoup d'être là, brillamment représenté, applaudit au succès français. Enfin, pas tous, mais on verra, certains d'entre vous. Alors, question rouge, doit-on dire vive les protections, les amortisseurs, les airbags providentiels ? Et enfin, question banco, nos amortisseurs se convertiront-ils en freins ? La question est difficile, à l'heure de la reprise tant espérée. À suivre, avec vous tous, et à débattre avec Xavier Bertrand et les journalistes que je vous présenterai tout à l'heure de la presse internationale basée à Paris. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, évidemment, 2 invités exceptionnels pour un riposte exceptionnel. En première partie, derrière moi, Brice Hortefeux, ami si proche du président, ministre de tout cela, ministre évidemment, et bien plus encore. Et en deuxième partie, Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP, entouré de 7, oui, non pas petit nain, pas du tout, mais 7 journalistes de la presse internationale, 1 par jour. Merci. Donc c'est avec une fébrilité anxieuse que je vais rejoindre Brice Hortefeux, mais d'abord, quelques images. Regardez. L'expression « ami de 30 ans » n'est pas usurpée. Depuis, il est resté fidèle à cette image, toujours en second, toujours en admiration pour son ami, mais toujours efficace. La marque de fabrique du sarkozysme, c'est la réactivité. Ne vous y trompez pas. Nous avons au gouvernement une obsession. C'est naturellement de chercher, d'aider, de préserver l'emploi. C'est obsessionnel. Le gouvernement n'est pas face aux salariés, il est aux côtés des salariés.
On attendait le ministre du Travail hier sur beaucoup d'autres sujets. C'est la crise, l'emploi des jeunes, comment on va aider les personnes les plus en difficulté. Et il nous annonce le travail du dimanche. On n'est pas en négatif, on n'est pas en contre, on est positif. Donc ça, c'est pas des réponses à la crise, c'est un peu même de la provocation. Comment il n'y a pas bougé? Il est hors sujet. Déjà, qu'il ne parle pas souvent, mais vu ce qu'il dit en ce moment, j'aimerais mieux qu'il se taise. Eh bien, Brice Hortefeux, bonsoir, je suis ravi de vous recevoir. Bonsoir. Ministre du Travail, des Relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Vice-président de l'UMP et conseiller régional d'Auvergne. Et tant de responsabilités pour l'ami fidèle, vraiment, de Nicolas Sarkozy, frère en politique, prêcheur de la parole élyséenne. Soyez le bienvenu ici, bienvenue en récession, puisque nous sommes en récession depuis vendredi matin, 8h45. Oui, la définition de la récession, vous la connaissez. C'est lorsqu'il y a eu 2 trimestres consécutifs dans lesquels la croissance est négative. Nous sommes donc effectivement en récession. Mais j'ai écouté ce que vous indiquiez là, au départ, avec notamment dans votre présentation sur le fait que l'on ferait mieux ou moins mal que nos partenaires. Il faut peut-être se poser la question. Non, mais si on faisait pire, on dirait naturellement que c'est la faute du gouvernement. Si on fait moins mal ou mieux, peut-être faut-il s'interroger. C'est peut-être aussi en raison de la politique menée par le président de la République et le gouvernement. Est-ce que ça serait votre réponse ? En tout cas, c'est un des éléments de réponse. C'est pas le seul, mais c'est un des éléments de réponse qu'il ne faut pas négliger et écarter d'un revers de main. On fait pas ça ni ça, mais on constate aussi que la protection sociale a aidé ce système si brocardé pendant la campagne présidentielle. Ce système, on disait, c'est lourd, c'est archaïque, tout ça, etc. Vous le savez. Non, mais non. On disait que les amortisseurs sociaux, ça peut jouer un rôle et ça joue un rôle majeur. Les amortisseurs sociaux dans notre pays, c'est 550 milliards d'euros. C'est donc quelque chose qui pèse, qui est lourd. Il y a sans doute des excès, il y a sans doute des secteurs dans lesquels on pourrait faire des efforts, mais il n'en reste pas moins que c'est un facteur de stabilité. La démonstration en est ainsi faite. Donc, heureusement qu'ils sont là. Et heureusement que le gouvernement est là pour assurer ces amortisseurs sociaux. Dites-moi, on a vu le petit film là, de présentation, c'est un petit film comme ça, c'est des extraits comme ça. Ils disent tous on ne le voit pas, on l'entend pas, qu'est-ce qui se passe D'abord, écoutez, si je suis chez vous, c'est la démonstration du contraire. Vous savez comment ça se passe souvent, il y a un côté panurge dans ces histoires-là. Il suffit qu'il y ait un petit encadré dans un journal qui s'appelle Libération. Et vous voulez dire que Mailly répète ce que dit Chérec, c'est ça? Non, certains de vos confrères. Et puis, finalement, j'ai vu que cette semaine, il y avait un même type d'article qui était dans l'Observateur, ça s'appelait Brice tranquille. Mais écoutez, je vais vous dire, je ne suis pas du tout invisible. Pas de Nice, mais tranquille. Je ne suis pas non plus particulièrement tranquille. Je suis en revanche totalement mobilisé, déterminé, comme l'ensemble du gouvernement, comme les responsables de l'UMP, autour du président de la République, pour aider au mieux nos compatriotes à surmonter cette crise. Parce qu'une crise, ça a toujours un début, ça a une pointe, et puis ça a une fin. Il faut préparer l'ensemble. Dites-moi, on parlera de la sortie de la crise. Vous avez peut-être un pronostic là-dessus Sur la sortie de la crise, écoutez, si vous donnez un pronostic, vous ne me croiriez pas. J'observe simplement qu'il y a des instituts qui considèrent que la sortie peut être plus rapide qu'on le supposait. Vous avez une étude notamment de l'Institut Rexecode qui indique qu'il peut y avoir un rebond au dernier trimestre de cette année ou au premier trimestre 2010. Vous avez d'autres organismes qui ont des analyses un peu différentes, même si l'OCDE d'ailleurs n'est pas loin de dire un peu la même chose. Vous savez, dans mes précédentes fonctions, je me suis rendu 22 fois en Afrique. Et j'ai appris beaucoup de sagesse en Afrique. Et il y a un très beau proverbe africain, ivoirien d'ailleurs, pour être tout à fait précis, qui dit que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira bien par briller. Ça arrivera donc. C'est le cœur plein d'allégresse que nous continuons cette émission, donc parce qu'on en doutait. C'était pas l'objectif absolu, mais enfin si ça y contribue, notamment pour vous, c'est une bonne chose. Dites-moi, la CGT, qui est forcément calomniatrice, a dit qu'elle ne vous avait vu qu'une seule fois depuis votre entrée en fonction, c'est vrai ? Ah non, il y a de multiples réunions avec la CGT, en tête-à-tête en tout cas. CGT. En tête-à-tête, j'ai vu Bernard Thibault effectivement assez longuement. Je vous rappelle qu'ensuite, il y a eu toutes les réunions bilatérales qui ont eu lieu au ministère du Travail, avec d'ailleurs la ministre de l'Économie et Laurent Wauquiez, et qu'en ce moment même, nous organisons des rencontres pour évoquer des sujets que j'espère qu'on développera au cours de cette émission. Mais ça concerne l'agenda social. Le journal du dimanche, non, pas. Si vous voulez, on peut en parler aussi, mais c'est pas le sujet vraiment. C'était plutôt les dérogations aux règles d'ouverture du travail dominical. Mais il y avait d'autres sujets, donc je les rencontre cette semaine. Je vois demain le leader de Force ouvrière, je vois aussi les responsables de la CFDT, et ainsi de suite. Et j'ai vu la semaine dernière ceux de la CFTC. Pourquoi cette réputation d'homme qui ne s'exprime peu ? Et peut-être, jusqu'à cette émission en tout cas, et peut-être que parce que je n'ai pas commis d'impair ou proféré de boulettes, c'est peut-être ça la réalité, mais je m'exprime au contraire très régulièrement. Et d'ailleurs, lorsque ce journal que j'évoquais a souligné l'aspect invisible, c'était vous dire le talent du journaliste, c'était le jour même où j'intervenais sur France 2 dans l'émission d'Arlette Chabot, l'avant-veille d'une longue interview dans le Figaro Magazine où je précisais tous les objectifs de l'action que j'entendais conduire.
Et 3 jours avant que je fasse le grand rendez-vous d'Europe 1, c'est vous dire si, comme la personne qui a signé l'article, avait fait preuve de prescience. Pour 44% des Français, François Bayrou s'impose comme l'opposant numéro 1 aux prochaines présidentielles. Ce matin, sur Europe 1, vous l'avez peut-être entendu, Martine Aubry déclare « Non, moi je préfère être la proposante numéro 1 ». Selon vous, entre l'opposant numéro 1 et la proposante numéro 1, qui est le ou la plus musclée pour triompher de Nicolas Sarkozy en 2012 ? D'abord, autour de Nicolas Sarkozy, nous souhaitons une démocratie moderne et une démocratie apaisée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une opposition qui soit forte, qui soit constructive, qui imagine, qui joue son rôle. Et à la fois critique, c'est-à-dire tous les doubles aspects critiques, c'est-à-dire positif quand c'est bien et qui disent quand les choses ne leur plaisent pas. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et vous savez, François Bayrou, moi je le connais bien. Vous allez évoquer l'Europe. J'ai été député européen en même temps que lui. Et je veux dire que je ne le reconnais pas aujourd'hui. Parce que la politique, à quoi cela doit servir ? La politique, ça doit servir à construire, pas à détruire. C'est pas ça l'objectif de la politique. Et je trouve qu'aujourd'hui, son combat est placé sous l'unique signe de la destruction. Mais qu'est-ce qu'il guide ? Alors qu'il c'est quoi pour vous ? C'est le goût du pouvoir ? C'est quoi ? Il n'est certainement pas dénué de toute ambition personnelle. C'est un euphémisme que de le dire. Mais je dis, mais sur le fond, je ne veux pas attaquer, moi, la personne. Ce n'est pas ça le sujet. La politique, ça doit servir à construire. Et on doit attendre de ceux qui gouvernent la construction et de ceux qui sont dans l'opposition de préparer la construction si l'alternance... Attendant, ça fait recette pour François Bayrou. Et donc, d'abord, qu'est-ce que vous en savez ? J'en crois les rumeurs et les sondages. Non, mais oui, mais là, la vente des livres, par exemple, on se retrouve dans le même schéma que l'élection présidentielle, où tout d'un coup, il y a une inflammation parisienne qui ne correspond pas du tout à la réalité du pays. L'élection présidentielle, pour le tour qui compte, il y a eu face à face Nicolas Sarkozy et la candidate socialiste. Et pour les élections européennes, vous ne savez pas quels sont les résultats. La dernière fois, la liste de François Bayrou avait fait 12%. On verra s'il y a un bond spectaculaire ou si ça ne l'est pas le cas. On en tirera les leçons le soir même. Quant au Parti socialiste... La proposante numéro 1. Écoutez, ça serait bien. Ça serait bien. Et je vous le dis, nous le souhaitons. Nous souhaitons avoir un parti socialiste qui propose, qui imagine, et non pas qui se divise et qui se stérilise. Et j'avais été très effondré, très choqué par leur précédente grande réunion où il y avait eu zéro proposition. Il y a eu des commentaires sur la Commission européenne qui étaient totalement infondés, des commentaires sur les personnes de la Commission européenne qui là aussi étaient injustes, mais il n'y avait eu aucune avancée, aucune proposition, si ce n'est l'éternelle rengaine que l'on ressort tous les 5 ans de l'Europe sociale, sur laquelle naturellement nous sommes d'accord, mais qui ne constitue pas en elle-même un programme. Mais vous devez donc nous souhaitons que l'opposition se reconstruise, nous souhaitons qu'elle soit moins divisée, nous souhaitons qu'elle soit plus cohérente, et nous souhaitons ainsi qu'il y ait un débat utile à notre pays. Il faudrait donc que Martine Aubry et Ségolène Royal réunis pour leur meeting, réunis, vous savez, le meeting dans l'Ouest, vous fasse appel à vous, comme ça vous prêcherez, comme ça ce regroupement. Oui, ou que vous écoutez vous aussi attentivement, parce que vous dites enfin, vous avez raison. Oui, mais donc c'est vous qui avez dit enfin. Non, c'est vous. C'est vous qui avez dit enfin. Mais si c'est moi, j'en suis tout à fait satisfait. Et si c'est vous, je considère que vous avez raison. Donc ça tombe bien. Nous sommes tout à fait d'accord. On se rejoint sur l'essentiel. Vous avez choisi d'axer votre communication ces dernières semaines sur le travail du dimanche. Alors eux, ils disent, les syndicalistes là qu'on a vus, c'est vraiment pas le sujet, c'est pas le moment, etc. On attendait le ministre du Travail sur d'autres thèmes quand même, etc. La crise, l'emploi des jeunes, comment on va aider les personnes les plus en difficulté, etc. Ils nous annoncent le travail du dimanche. C'est vraiment l'urgence aujourd'hui, Brice Hortefeux ? Bon, d'abord, c'est pas le travail du dimanche. Vous savez, dans notre pays, les mots comptent et nous avons sans doute perdu la bataille à un moment donné sur ces mots, parce que c'est comme ça, il y a une alchimie qui a fait qu'on a abouti à travailler dimanche. C'est pas cela. Il ne s'agit absolument pas de dire à nos compatriotes, vous allez tous travailler en randonnion, le dimanche est terminé, pas du tout ça. Il s'agit en réalité de dérogation à des règles d'ouverture et de fin d'incohérence. Je vous explique en deux. Premier principe, c'est qu'il n'est pas question de remettre en cause le repos dominical. Le dimanche, c'est fait pour l'essentiel, pour la vie familiale, pour la vie sociale, et pardon de le dire aussi, pour ceux qui sont chrétiens et qui souhaitent tout simplement pratiquer leur culte le dimanche. Pourquoi pardon de le dire ? Parce que c'est parfois un peu incorrect ou politiquement incorrect en tout cas de le dire. Donc en tout cas, moi je souligne ces deux aspects. Deuxième élément, il y a une réalité dans notre société, une double réalité. Première réalité, c'est qu'il y a 7 millions de nos compatriotes qui travaillent le dimanche et 3,5 millions qui travaillent tous les dimanches. C'est donc une réalité de notre société. Et dans cette réalité, il y a aussi un autre aspect, c'est que beaucoup de nos compatriotes aspirent à faire leurs courses, d'ailleurs souvent en famille, précisément le dimanche. Ça, c'est la deuxième réalité. Troisième réalité, il y a aujourd'hui des recours qui ont été déposés à l'égard de certains commerces qui ouvraient le dimanche. Et les juridictions ont pris des positions qui sont en réalité contradictoires. Donc personne n'y comprend rien. J'ai essayé de regarder tout ce qui avait été prononcé par les tribunaux. On s'aperçoit que c'est contradictoire. Donc il faut mettre de la cohérence là où il y avait de l'incohérence. Ce n'est pas une révolution,
C'est tout simplement une évolution. La règle du repos dominical date de 1906, date d'ailleurs de la création du ministère du Travail, comme Xavier Bertrand et moi le savons bien, et que ça a connu beaucoup d'évolutions. Puis il y en a eu beaucoup, il y en a eu en 1982, il y en a eu en 1991 et 1992 sous des gouvernements de gauche. Donc il y a eu des évolutions. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je propose ? Je propose quelque chose de très simple et très clair. Premièrement, les stations touristiques et thermales doivent pouvoir ouvrir leur commerce le dimanche, à l'exception des grandes surfaces alimentaires. Je vous donne un exemple dans ma région, très simple. En Auvergne. Vous avez une grande station touristique et thermale qui est Vichy. Théoriquement, pratique, ça mériterait d'être précisé, mais théoriquement, si on respecte à la lettre les textes, eh bien vous pouvez le dimanche acheter à Vichy une paire de lunettes de soleil, ce qui est d'ailleurs utile parce qu'il fait souvent beau en Auvergne. Comme on ne sait pas assez. Oui, en tout cas aujourd'hui, il ne fait pas beau à Paris, il fait très beau en Auvergne. Mais grâce à vous, je suis donc à Paris. Vous à Vichy, vous pouvez acheter une paire de lunettes de soleil le dimanche, mais théoriquement, vous ne pouvez pas acheter de lunettes de vue. Y a-t-il un Français qui considère que c'est normal ? Là, c'est pas un exemple un peu. C'est un exemple. C'est comme l'histoire du trottoir de gauche, trottoir de droite. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est pour les stations touristiques et thermales. Savez-vous combien il y a de stations touristiques et thermales dans notre pays ? Il y en a 400. Il y a 36 500 communes. Est-ce que c'est une révolution ? Non, c'est une évolution normale. Pourquoi sortons les grandes surfaces alimentaires ? Tout simplement parce que, naturellement, on a au cœur, nous, au gouvernement, et aussi à l'UMP, naturellement, de protéger les petits commerces du centre-ville. Le Crédit dit que ça va être fatal pour les petits commerces. Je suis en train de démontrer l'inverse. Très mauvais pour le petit commerce. C'est l'inverse. Je démontre exactement l'inverse. Vous savez bien que tous les chiffres le disent. Pas du tout. Je vous dis exactement l'inverse. Deuxième élément, on propose que dans les zones de plus de 1 million d'habitants, là aussi, on puisse ouvrir certains commerces. Alors pourquoi ? Je vais vous dire un exemple très simple. Vous avez la zone de Marseille, avec notamment la zone de plan de campagne. Oui. Si je ne fais rien, au mois d'août, il y aura des licenciements massifs dans cette zone. Je ne veux pas être le ministre du Travail qui permette, parce que je reste les bras ballants sans rien faire, les licenciements. Mais s'il n'y a pas de travail, comment on peut... Attendez, mais s'il n'y a pas de travail, le problème c'est le chômage. Justement. Précisément pourquoi je ressors cette proposition qui était bloquée, ensevelie, non pas parce qu'on ne voulait pas aller plus loin, c'est parce qu'il y avait une procédure parlementaire avec 7000 amendements. Non, il voulait aller plus loin, mais il y a eu plus de 7000 amendements qui ont été déposés. Vous imaginez, c'est de l'obstruction stérile, ça ne sert strictement à rien. Donc quelles sont les deux raisons essentielles pour lesquelles je propose ces mesures ? Deux raisons essentielles. Première raison, c'est parce qu'en temps de crise, plus particulièrement, on ne doit négliger aucune piste. Et certains estiment que cela peut préserver ou créer 5 à 10 000 emplois. Et j'ai vu, comme vous-même certainement, une interview d'un chef d'entreprise que je ne connaissais pas à ce moment-là, qui date de la semaine dernière, le président des Galeries Lafayette et des Monoprix, qui dit « Si on prend cette mesure, j'embauche tout de suite 400 à 500 personnes ». Je veux être le ministre qui, en période de crise plus particulièrement, est attentif à toute possibilité de création d'emplois. Et puis il y a une deuxième raison, si vous me permettez, la deuxième raison. C'est une raison qui peut aussi vous concerner, c'est la crédibilité du politique. On dit qu'on ne peut pas faire confiance aux politiques. Il s'agit là d'un engagement de campagne de Nicolas Sarkozy. Il l'avait annoncé. Eh bien, on démontre tout simplement par là qu'avec Nicolas Sarkozy, une promesse affichée doit être un engagement. Il devait être le président aussi du pouvoir d'achat. Oui. Le pouvoir d'achat, je pourrais en dire un mot, sur les mesures notamment qui sont engagées pour faire face à la crise. Vous savez, lorsqu'on augmente par exemple le minimum vieillesse de 6,9%, eh bien, c'est un peu plus quand même que l'inflation. L'inflation, ça sera au maximum 0,4%. Qu'est-ce que c'est si ce n'est une augmentation du pouvoir d'achat ? Je ne dis pas que ceux qui sont bénéficiaires du minimum vieillesse, c'est le Pérou. Je dis simplement, observez, il y a des mesures qui sont prises en ce moment même, en train de se déployer depuis le 1er avril jusqu'au début juillet pour 10 millions de nos compatriotes. Eh bien oui, pardon, le combat pour le pouvoir d'achat, il est là aussi. La proposition de votre loi, ça le travail du dimanche, je ne sais pas comment on va dire, est toujours à l'ordre du jour pour le mois de juillet ? Premier élément, qu'on précise bien les choses. Il s'agira d'une proposition de loi, parce que c'est une initiative parlementaire. Donc je souhaite que des parlementaires prennent l'initiative de déposer cette proposition de loi. Deuxièmement, si le président de la République, après avoir consulté le président des assemblées, décide une session extraordinaire, puisque c'est comme ça que ça se passe, eh bien je pense que ça serait une bonne chose. Et j'espère, si jamais ça se produit, pouvoir bénéficier de cette session extraordinaire pour que ce texte soit examiné au moins déjà à l'Assemblée nationale. Au mois de juillet ? Au mois de juillet. Si la session extraordinaire est annoncée, bien sûr. La sauvette au mois de juillet, on sait. Ça passe un peu inaperçu. Oh, écoutez, je compte sur vous. D'accord. Je ne me fais pas de soucis. Oui, mais vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions au mois de juillet. Eh bien, écoutez, on va en discuter. On en fera très bien. À propos de l'affaire Hertz, vous savez, ce loueur qui demande à ses cadres de diminuer leur salaire de 5%,
comme ça, etc. Ça va être une mode comme ça, on va dire au cadre un peu, ça existe dans d'autres pays, hein, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que c'est une idée comme ça? Allez, baissez vos salaires, il faut participer. Est-ce que c'est une forme de solidarité en temps de crise qui vous paraît intéressante, piste à suivre? D'abord, il ne faut pas s'y méprendre. Nous ne sommes pas, le gouvernement, la majorité, face à ceux qui sont victimes de la crise. Nous sommes côte à côte. Nous sommes aux côtés de ceux qui sont victimes de la crise. Il n'y a pas de face à face. Deuxième réflexion. Lorsqu'il y a eu des excès du patronat et du grand patronat, et de quelques en réalité exemples du patronat du CAC 40, alors que je le rappelle que la réalité de notre pays, c'est 2 700 000 entrepreneurs dont le salaire moyen est de 4 000 €. C'est naturellement pas rien, mais ce n'est pas non plus le Pérou. Donc nous avons ce message-là, nous avons un message à l'égard des entrepreneurs. Troisième élément, et nous leur disons d'ailleurs à tous, que dans période de crise, l'effort doit être partagé. Il n'y a pas d'exempté, mais pas non plus de bouc émissaire, ni l'un ni l'autre. Troisième élément, s'il y a un effort qui est demandé dans telle ou telle entreprise, je ne veux pas me limiter à l'exemple que vous citez, cela doit être naturellement avec une explication et des contreparties en termes de maintien d'embauche, en termes d'avenir. Donc si cela peut permettre... Si on diminue les salaires... Si cela peut permettre de préserver l'avenir de l'entreprise... Rien ne vous choque dans la diminution de salaire. Ça ne me choque pas, même si ça ne concerne pas à ce stade le gouvernement. C'est une négociation qui doit avoir lieu entre l'employeur et les salariés, donc les cadres, et c'est à eux de déterminer si les mesures proposées permettent ou non de préserver l'avenir de l'entreprise. Laurent Wauquiez dit qu'il est opposé à cette mesure. Je dis simplement que cela doit être dans le cadre d'une négociation interne à l'entreprise. Voilà. Pas plus ? Non, pas plus. Pas de jugement moral ou politique. Bon. En période de situation comme celle que nous connaissons, à l'évidence, il y a un effort qui peut être partagé si cela peut permettre de sauver l'entreprise. Je suis sûr qu'il n'y a pas un salarié, qu'il soit cadre ou pas cadre, qui considère qu'on doit conduire l'entreprise à la faillite sans rien faire. Donc s'il y a des mesures de partage qui doivent être engagées et que ça peut permettre l'entreprise de sauver l'entreprise, il faut sans doute que les dirigeants la proposent. Mais encore une fois, c'est sur la base du dialogue, de la concertation, du partenariat. Il n'y a pas d'autre méthode. Deux questions pour terminer, Brice Hortefeux. Vous rodez pour Matignon, là, où vous êtes ? Tu me prépares à quoi ? À Matignon. Ah, c'est ce que vous vouliez dire. Écoutez, oui, je vous le dis. Vous savez, il y a un poète grec qui s'appelle Aristophane qui disait « Il faut commencer d'abord par ramer avant de tenir le gouvernail ». Honnêtement, je rame beaucoup. Voilà. Vous ramez beaucoup ? Dans le bon sens. Et au service du pays. Pas de surplace. Ah non, on ne fait pas de surplace, mais regardez tout ce qui a été initié face à la crise. Regardez, on ne reste pas les bras ballants. La marque du Sarkozy, c'est la réactivité. On a des mesures qui sont en train de se déployer. On fera le bilan, d'ailleurs, le moment venu. C'est pour ça qu'on est en mouvement. Et on a annoncé qu'autour du président de la République, avant l'été, on se réunirait. Et voilà, on observe le bilan des mesures qui ont été engagées, si ça a été utile sur le plan social, si ça a aidé nos compatriotes à surmonter la crise, si ça permet de les accompagner, si ça permet aussi de réussir la sortie. Dans un instant, je vais rejoindre mes invités tout de suite, même pour débattre aussi du modèle social français. Vous connaissez bien, Xavier Bertrand, qui le connaît bien aussi, à ce propos du modèle français. Hein. À ce propos, dans Paris Match cette semaine, vous avez déclaré, hein, vous, Brice Hortefeux, que le modèle de l'État-providence a vécu. Même semaine, dans la Tribune, on pouvait lire, sous votre plume, si la France est moins frappée, enfin, sous la plume de celui qui a recueilli vos propos, en tout cas, si la France est moins frappée que ses voisins, c'est parce que son système de protection sociale est un puissant amortisseur de crise. Ce sont vos mots. Alors, oui, à quel Saint-Hortefeux se vouer ? Le concept de l'État-providence, il y a 50 ans, je pense effectivement qu'il a totalement vécu. En revanche, je pense qu'un État qui assume son rôle en période de crise, c'est un État qui s'engage. Et les amortisseurs sociaux, les sommes considérables que j'ai évoquées il y a quelques instants, permettent à l'évidence d'accompagner, de surmonter cette crise et de la rendre moins violente pour nos compatriotes. Vous êtes fier d'être français ? Non. Fier, je le suis naturellement, particulièrement, mais aujourd'hui, alors que je vois ce qui est engagé à l'initiative du président de la République, le mal que nous nous donnons pour surmonter cette crise, et c'est vrai, une situation qui est sans doute, je ne dis pas meilleure, parce que ça ne serait pas le bon mot et ça serait injuste vis-à-vis de ceux qui nous regardent, mais sans doute moins mauvaise que la plupart de nos compatriotes, et montre finalement que sans doute on a eu raison d'agir et de réagir certainement les premiers en termes de calendrier, parce que je vous rappelle que la crise c'était le 15 septembre, la faillite de Lehman Brothers, première mesure en France, 1er octobre en faveur du logement. Qu'est-ce que c'est sinon la réactivité ? Merci Brice Hortefeux. Je vais rejoindre maintenant nos invités pour notre débat. La crise, la crise s'en sort-elle mieux que les autres ? Mais d'abord, regardez quelques images. Qu'est-ce que c'est que le modèle français ? Où il est le modèle français ? C'est quoi le modèle français ? J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le train. Non, c'est pas possible. Faut-il encore croire dans la France et son modèle ? Le modèle français, c'est une harmonisation permanente vers le haut. Moi, ça me plaît, cette solidarité.
On défile pour débloquer des solutions. Il y a un dialogue social dans notre pays qui est très dense. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Le casse-tête de l'organisation des examens dans les facs perturbés par les grèves. Notre modèle social traverse une période de turbulence. Il faut tout remettre à plat. C'est cela, la rupture. Il y en a ras-le-bol, que ce soit toujours les mêmes qui payent. Nous, on trinque depuis des années. Personne ne sera laissé au bord du chemin. Qu'est-ce que c'est que le modèle français? Où il est le modèle français? C'est quoi le modèle français? Alors, Xavier Bertrand, bonsoir, Bonsoir. Secrétaire général de l'UMP. Vous avez entendu votre successeur. Je présente rapidement nos amis ici présents. Enfin, je commence un peu dans le désordre. Pardon, Alberto Toscano, de la revue Panorama en Italie, auteur de Critiques amoureuses des Français. Merci, Alberto. Merci beaucoup, Stéphane Simon de Der Spiegel en Allemagne. Vous allez bien, tout va bien. Donc vous allez réagir évidemment sur tout ce qu'on s'est dit. Sophie Peder, The Economist, bonjour. The Economist qui, alors le Hortefeux, le Bérénice Hortefeux m'a dit, vous avez vu le numéro, la couverture du The Economist. Enfin bon, alors c'est l'exaltation du modèle social français. On va en parler. The Economist, très libéral anglais évidemment. Célestine Bollen, bonsoir. Vous êtes de Bloomberg Télé. Donc la chaîne économique internationale. J'écris. Vous écrivez, très bien, c'est bien. Maintenant vous allez parler, vous allez vous exprimer. André Pérez de Publico Espagnol, Espagne, maintenant je vais presque parler espéranto. C'est pas grave. Non, d'accord, très bien, merci beaucoup, je suis ravi de vous accueillir. Magnus Fagelhead, c'est la deuxième fois que vous venez, d'un journal au nom parfaitement imprononçable pour moi, et je m'en excuse, Aftonbladet. Je le lis rarement, mais je m'en réjouis. Enfin, et vous avez écrit le modèle suédois, ce modèle suédois tant vanté. Donc, évidemment, ce qui attend les Français, vous dites en plus, ce qui attend les Français. Bon, très bien. Et Zhang Ruolin, vous êtes là, et vous êtes de Shanghai, bien sûr. Bien sûr, non, vous pourriez, non. Mais vous êtes de Shanghai, et vous êtes du journal que je lis aussi assez peu, le Wem Huibao, qui est le quotidien, le grand quotidien de cette grande ville. Merci beaucoup d'être là, tous. Avant de commencer ce débat, une petite question d'actualité, s'il veut bien, au chef de l'UMP. À 3 semaines d'élections européennes, quand même. Est-ce qu'on sort de sa morne atonie? Est-ce qu'on va sortir Ça va vous surprendre aussi. Enfin, on a l'impression d'une indifférence totale par rapport aux élections européennes. Martine Aubry, dont le PS est en chute, selon les sondages, à 22%, et vous, 28%, d'après ce qu'on dit ce matin, sondage aujourd'hui, se veut la meilleure proposante. Question que j'ai posée à Brice Hortefeux tout à l'heure. Comment vous réagiriez-vous à cette question? Proposante, Bayrou opposant, elle la proposante. Comment vous jugez ça? Déjà sur le terrain, la campagne intéresse. Vraiment? Les réunions, il y a beaucoup de monde qui vient, beaucoup de questions qui sont posées depuis déjà bien longtemps. J'ai le sentiment, par contre, Serge Moati, que, en revanche, les médias s'y intéressent peu à ces élections. Nous, on fait 2 spéciales européennes, coup sur coup. Vous êtes l'exception qui confirme la règle. Merci, je voulais l'entendre vérifier. Vous le savez bien. Bon, c'est ce que vous m'aviez demandé de dire. Oui, c'est bien, je vous remercie. Je ne plaisante plus. Non, ces élections intéressent sur le terrain, mais en revanche, pour qu'il y ait un véritable intérêt, il faut qu'il y ait un véritable débat. Il faut donc que tout le monde parle d'Europe. Vous avez parlé notamment de Martine Aubry. Les socialistes ont commencé à faire campagne, ensuite une campagne contre Barroso. Ensuite, ils ont dit c'est une campagne contre Sarkozy. C'est une campagne contre la politique nationale. Si maintenant ils veulent parler d'Europe, on se sentira moins seul en ce qui nous concerne au mouvement populaire pour parler d'Europe. Nous expliquons, nous, ce que nous voulons comme Europe. Une Europe sur le même modèle que la présidence française de l'Union européenne avec Nicolas Sarkozy. Une Europe à la fois qui protège et une Europe qui ose. Nous ne sommes pas gênés pour parler Europe, bien au contraire. Mais si on était plusieurs, ça serait mieux. Oui, alors vous avez l'impression vraiment que l'Europe intéresse? Vous vous baladez en France, vous? Quand j'ai vu monsieur le président de Stéphane la Simon. République à Nîmes, j'avais pas du tout l'impression qu'il y avait beaucoup d'affluence. Bon, la salle était pleine, bien sûr, remplie avec les supporters de M. Sarkozy, mais manque de bol, le grand éclat d'applaudissements était quand il a parlé que surtout la Turquie ne devrait pas rentrer dans l'Europe. En dehors de ça, c'est resté très technique. Oui, et vous avez eu cette impression aussi, Magnus? Oui, vous voulez je confirme à Lyon où la salle était effectivement pas pleine, 3/4 on va dire, gentiment serré, mais la même impression, la Turquie, oui, là ça remue un peu l'ambiance. Mais sinon, non. Alberto, vous avez l'impression Toscano, il y a une contradiction. Enfin, ces élections, en réalité, intéressent plus de ceux qu'on aurait pu craindre. Et je pense que peut-être l'abstention sera moins forte de ce qu'on a hypothisé. Mais l'enjeu pour le débat politique est malheureusement surtout un enjeu national. Et le débat politique est sur des sujets nationaux
tandis qu'on est en train de voter pour le Parlement européen. Mais c'est un peu ce que dit Xavier Bertrand aussi, non ? Mon intention n'était pas de faire une polémique. Non, j'ai compris. Mais je souligne cet aspect qui est fondamental à mon sens. Parce que où on arrivera à élire un Parlement européen sur la base d'un débat européen, sur la base de partis européens, sur la base de sujets d'intégration européenne, où on aura toujours cette conception de l'Europe comme réflexe d'un débat politique national. Oui, mais on n'arrive pas. Alors, c'est de notre faute à nous, les citoyens, si ça n'arrive pas. Alors, oui. C'est pas un problème forcément français. C'est la même chose dans tous les autres pays. Et je dirais même que les Français sont peut-être plus intéressés par les élections européennes que les Anglais. Les Anglais, à mon avis, ils ne savent même pas qu'il y aura une vote. Ils sont très bien mal informés. On ne sait même pas qu'il y a un vote. Très mal informés. Alors, on ne sait plus quoi faire. C'est triste. Oui, et après, on passe au... Je tiens tout de même à signaler, j'étais invité avant-hier dans un débat sur... Quelle gauche pour battre les dirigismes libéraux de Bruxelles, hein, c'était dans une petite vallée de la Catalogne Nord, donc la Catalogne française. Ils m'ont invité, super sympathique. Et ce que j'ai saisi dans cette région où il y a beaucoup de dynamisme dans un monde néo-rural déjà européen, hein, parce que voilà, la frontière espagnole n'existe pas. Les grands soucis étaient comment rééditer la victoire de 2005, qui avait été une victoire du non social au dirigisme libéral. C'était le sujet. Et il y avait 50 personnes dans une vallée, la vallée de la Castellane, où d'ailleurs je vous conseille tous d'y aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dites-moi, on va parler, si vous voulez bien, madame, vous aussi, enfin tout le monde, de ce qui s'est passé avec l'article de l'Économiste, là, etc. Ce modèle social français vanté maintenant par l'étranger. Je ne sais même plus si on doit dire l'étranger maintenant. Enfin, en tout cas par les journaux de vos pays, hein, c'est vrai. Peut-être pas par vous d'ailleurs, monsieur. Pas par vous. C'est plus compliqué la position chinoise, enfin la position de votre journal en tout cas. Hein, c'est assez étrange. C'est un des paradoxes formidables qu'on découvre en préparant cette émission. Enfin, bon. Si, on parle beaucoup de modèle français. Surtout c'est que ce modèle qui ressemble un peu à la modèle chinoise, ou bien à l'inverse, la Chine essayait d'apprendre quelque chose. Parce que c'est un modèle qui marche bien lorsque la croissance est forte, et il marche bien aussi lorsqu'il y a la crise. Oui. Sauf la période la croissance est faible, il ne marche pas très bien. Alors, oui, mais attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Mme Peder, donc votre journal dit économiste, enfin, quel honneur vous nous faites. Enfin, pourquoi ce soudain engouement peu conforme, honnêtement, à la tradition britannique qui, depuis la nuit des temps, enfin, qui nous bouleverse depuis Jeanne d'Arc, Waterloo, tout ça, nous a guère épargnés. Enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé en Angleterre ? Écoutez, tout est relatif. Comme vous le savez, nous sommes frappés par la crise beaucoup plus forte que vous. Et c'est une question relative. Et c'est vrai qu'actuellement, mieux être un Français en France qu'un Anglais en Angleterre. La crise est beaucoup plus sévère là-bas et les gens sont beaucoup plus touchés. Alors, en même temps, ça c'est un message de notre couverture, c'est que la France résiste mieux. C'est un constat. Vous avez un secteur public beaucoup plus fort, beaucoup plus de personnes, un cinquième des emplois dans le secteur public et un système de protection sociale qui vous protège plus de la crise. Mais je dois ajouter que notre petite conclusion, si vous lisez l'article, c'est que si la France résiste mieux, c'est-à-dire elle descend plus lentement peut-être la pente pendant la crise, elle remonte plus lentement également au moment de la reprise. On y viendra, donc, bien sûr. Mais... C'est exactement ça le problématique. Vous êtes plus protégé pendant la crise, mais vous avez moins de réactivité quand il y a une reprise de croissance. Oui, il faut pas être trop protégé, c'est ça? Il faut, effectivement, c'est une conclusion. Est-ce que cette une de The Economist vous paraît justifiée, pertinente, choquante, exagérée ou parfaitement extravagante? Tiens, Alberto Toscano, ensuite vous, madame, si vous voulez bien, parce que j'aimerais bien vous. Ça me paraît justifié, ça me paraît aussi une provocation à l'utilisation de la politique intérieure britannique. C'est-à-dire provocation? Mais c'est visiblement polémique vis-à-vis de la classe politique britannique, c'est évident. Mais je souligne une chose qui, à mon sens, est fondamentale dans ce que Sophie vient de dire. La Grande-Bretagne a refusé la monnaie unique, l'euro. Et aujourd'hui, elle se trouve en difficulté plus que les pays qui ont parié sur l'euro. Donc la monnaie unique a été un facteur d'avance sociale et je crois que l'Europe, dans son intégration, est un facteur d'avance sociale. Et ceux qui ont voté non en 2005 en France en croyant défendre les droits sociaux, à mon sens, ont commis, à la lumière de ce qui s'est passé ensuite, une erreur. Comment vous réagissez, vous, Mme Bollen, à cet engouement passager, comme ça, enfin, ce regard que vous portez, beaucoup d'entre nous?
d'entre vous. Aux États-Unis, il faut dire que le modèle français, c'est toujours... on le confond avec le socialisme, vraiment. Avec le socialisme? C'est faire un appel urgent, c'est pas ça du tout. Alors, si on dit qu'Obama est un peu trop français, ça veut dire qu'il est trop socialiste. C'est ça, le débat aux Et Sarkozy est trop socialiste le débat aux aussi. États-Unis est carrément à droite du débat en Europe. Xavier Bertrand est trop socialiste? Pour beaucoup d'Américains, oui. Ah, voilà. Ah non, mais voilà, il n'y a pas des élections aux États-Unis. Nous sommes au cœur du débat, alors absolument. Non, d'accord. Il y a trop de socialistes partout. Mais enfin, faites votre coming out, Xavier Bertrand, allons-y. Oui. Mais je peux continuer que quand même on a maintenant la crise et un nouveau président en même temps. Et un nouveau président qui adopte, on peut dire, beaucoup des atouts du système français, donc dont la protection sociale, surtout dans la sécurité sociale, l'assistance médicale. Mais la confusion, ça ne vient pas seulement de cette protection sociale, ça vient du fait que l'État, en France, joue un rôle dans l'économie beaucoup plus fort que les Américains ne toléraient jamais. Donc c'est ça un peu Même avec Obama. Même avec Obama. Ça, c'est pas en question. Oui, donc, maintenant, on a nationalisé les banques, mais ça, c'est pas fait... Enfin, c'était pas... oui, quand même. Mais ça, c'était à cause de la crise. Mais je veux dire que le système français, et pourquoi on dit que c'est socialiste, c'est ce rôle de l'État, et pas seulement... C'est ringard? Oui, mais pas seulement l'État protectrice, mais l'État... qui intervient trop. Oui, qui intervient trop. Mais monsieur Rioline, arrêtez, dites-nous en Chine populaire. Enfin, vous trouvez Xavier Bertrand trop socialiste? Enfin, Non, c'est complètement... Non, parce que là, le monde s'effondre, là. Non, oui, la Chine est totalement différente. N'est pas d'accord du tout avec la vision américaine. Il faut dire que le consensus Washington, maintenant, avec cette crise, s'effondre. Il faut le reconnaître. Alors, peut-être... consensus de Pékin, on va parler. C'est pas le sujet du débat, je répète. Mais au moins le système, le modèle français a sa valeur. Il faut le reconnaître. Oui, non, mais j'ai dit sur le plan protection, absolument. Il a sa valeur. Justement, sa valeur, c'est justement mais vous sa trouvez protection. Que l'État en fait trop en France, quoi? Non, là, il faut reconnaître que tout à l'heure notre confrère anglais est très très bien analysé. C'est que en temps de crise, être un Français, mieux peut-être être un Anglais. Ou qu'un Chinois. Non, ça va très bien en Chine. La crise, je vais vous dire, en Chine, j'ai passé juste deux mois de vacances en Chine. Ce mois-ci, ça va pratiquement pas de crise. Bon. Il y a, le système bancaire, il est très bien. Le pouvoir d'achat, vous savez, les Chinois ont un réserve le plus forte du monde. Et la croissance, il est revenu. Il est... Bon. Et les 12 millions de travailleurs qui sont licenciés dans le Guangzhou, qui rentrent chez eux en campagne, qui rentrent chez eux, ils n'ont pas d'assurance sociale. Qu'est-ce que vous racontez? Maintenant, ils retrouvent le travail dès le mois d'avril. D'accord, tant mieux. Oui, c'est ça. Non, mais on va parler de modèle français. Oui, voilà, justement. Le modèle français, cette protection sociale. C'est justement la Chine est en train de chercher aussi protéger. Ah, très bien. Nous allons inspirer. Oui, peut-être. Bien sûr. Non, mais très bien, très bien. Vous vouliez dire un mot ensuite? Il ne faut pas jeter le modèle français avec l'eau du bain. Avec l'eau du Yangtze. Avec le bébé. Oui, bien sûr. Alors, c'est juste qu'après un grand consensus américano-britannico-chinois, il y avait même The Economist. Je voulais, avant cette polémique, essayer de mettre quand même comment on appelle ça, un pavé dans la mare ou quelque chose comme ça. C'est que le modèle social français, contrairement à ce qu'a essayé de prouver M. Hortefeux, n'est pas le fruit d'un don du prince, comme ça. C'est pas... non. D'ailleurs, voilà, c'est des rustines pour soigner des blessés, là. Mais le modèle social français, c'est le résultat du Conseil national de la résistance, donc un combat. Ensuite, c'est le résultat des négociations à Grenelle, après une tentative révolutionnaire en 68. Et si on regarde tous ces amortisseurs dont on fait l'éloge maintenant, sont les résultats des combats. Donc les derniers, on est en train de les voir se constituer actuellement. Xavier Bertrand. Oui, plusieurs choses. Vous vous sentez socialiste? Oui, non, d'abord une question rapide d'actualité. Non, je n'avais pas l'intention de faire un coming out en la matière ce soir, mais par contre, protection sociale née d'un système d'une bataille politique. Que nous ayons aussi au sein du mouvement populaire une approche équilibrée. Vous ne pouvez partager des richesses et mieux les partager que si vous avez créé des richesses. Ça, il faut. Non,
Mais c'est bien aussi de ne pas l'oublier. Voilà pourquoi nous avons, en 2007, mis l'accent sur la valeur travail et sur la réhabilitation du travail. Ça, c'est le premier point. Et là où l'État doit intervenir, là où la puissance publique doit intervenir, c'est pour assurer cette régulation, ce partage des richesses. Autre constat, s'il n'y avait pas eu la une de The Economist, est-ce qu'en France, on aurait abordé ce sujet comme on le fait ce soir? Parce que ça fait plusieurs mois que nous indiquons que nous sommes frappés, on l'aurait abordé. Je vais vous dire sommes frappés plus tard que les autres par la crise et que nous sommes frappés moins durement. Nous le disions, ça n'était pas vraiment repris. Et il ne s'agit pas de faire de l'autosatisfaction. La période s'y prête vraiment pas. Non. Mais c'est important aussi de bien expliquer, parce que c'est une question de confiance et de retour de la confiance, c'est que la France n'est pas un navire sans gouvernail perdu au milieu de la tempête. Et il y a aussi un autre point sur lequel je voudrais réagir, c'est peut-être relancer le débat. Il n'y a aucune fatalité à voir la France mieux protégée en période de crise, mais par contre partant plus tard que les autres pays. Pour vous, ce n'est pas un axiome absolu, ça? Non, parce que les fois précédentes, et c'est vrai en 93, quand il y a la crise, la plupart des pays européens sortent de la crise en 95, pas la France. Elle ne sortira de la crise qu'en 97. Or là, notre volonté, c'est de sortir de la crise le plus vite possible, mais de ne plus en sortir les derniers ou aux dernières places, c'est d'en sortir beaucoup plus vite et aux premières. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer le travail de réforme. Il n'est pas question de mettre en panne nos réformes. C'est ça qui nous a coûté par le passé. Vous savez, hein, on aurait de toute façon fait cette émission. Je vais vous dire, merci The Economist d'en avoir fourni aussi l'occasion. Mais c'est quand même aussi les évolutions du président Sarkozy qui nous ont frappés quand même. Ce système, il était décrit comme obsolète, désuet, ringard, etc. Il l'est brusquement plus. Comment? Non, honnêtement, vous le savez bien. Bon, on a toutes les citations ici pendant la campagne présidentielle. J'étais porte-parole, je me souviens assez bien des je me souviens de vous comme porte-parole aussi. C'est pas ça qui était dit. C'est que ce système, s'il n'est pas modernisé, il disparaîtra. Avec les retraites, avec le système de santé, à partir du moment où vous vivez beaucoup plus longtemps, vous êtes obligé de réformer. Et notre modèle social, qui fait l'objet à l'origine d'un consensus politique et ensuite social et sociétal, si vous ne menez pas les réformes des retraites, il disparaît forcément. Là, aujourd'hui, vous êtes face à un nouveau défi, avec notamment la dépendance, la création d'un 5e risque. Voilà pourquoi il n'est pas question aujourd'hui d'arrêter les réformes. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut garder et pas garder du système français? Alors, c'est ça la question. Magnus, c'est un parce peu que le modèle suédois, alors là, c'est un peu ma question, parce que le modèle français, je confonds. Le modèle français aujourd'hui, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'est un fait qui ne sera plus jamais comme avant en sortant de cette crise, étant donné que vos comptes sont absolument plombés. Les comptes sociaux, a priori, sont plombés jusqu'en 2040, je crois. Donc, en tout cas, vous en sortez plutôt plombé. Et si vous voulez remonter à la surface un jour, il faudra tailler quelque part, moderniser quelque part. Ou est-ce que vous comptez juste rester les bras comme ça C'est pas le genre de cette majorité. Mais je voudrais vous dire une chose. Déjà, rien n'est plombé. Ça que je ne comprends pas. Ce qui est vrai en France, c'est que si vous voulez assurer... Non, mais si vous voulez forcément assurer la réussite de votre modèle social, il faut créer des richesses et il faut encourager le travail. En France, c'est tout le problème. Pendant des années, on n'a pas suffisamment encouragé le travail. En France, c'est simple. Trop de dépenses publiques inutiles, trop de prélèvements, trop d'impôts qui pèsent sur le travail. Voilà ce dont on a souffert. C'est cela qu'on a commencé à changer et que l'on va continuer à faire. Parce qu'il faut que vous valorisiez les entreprises. Voilà pourquoi on se bat pour garder des industries ici. Et avec une dette de 1 365 milliards d'euros. Vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, tous les pays européens... Oh, mais il y en a plus, il y en a moins. Non, mais tous les pays européens connaissent une augmentation de leur déficit et de leur dette, mais que le niveau de dette qui est le nôtre aujourd'hui permet encore une fois, en continuant à réduire les dépenses publiques inutiles, on peut s'en sortir et on sait s'en sortir. Nous ne sommes pas comme certains pays à 200% de dette, on n'est pas comme d'autres pays à 130%. Il est encore, aujourd'hui, on le sait bien, les efforts politiques, les efforts de réduction de la dette, ça marche et ça marchera. Allez-y, qui veut réagir? Sur la question de la dette, je pense que le problème de la dette doit être effectivement relativisé. Ce n'est pas un point si dramatique que ça, mais je souligne... Je souligne une chose dans le cas français. La France est pratiquement le seul pays de la zone euro où la dette a continue d'augmenter depuis 1993. La limite de Maastricht, 60% du rapport entre la dette publique et le PIB, a été décidée sur la base des paramètres de situation de la France et de l'Allemagne. Et à ce moment-là, la France était autour de 40-45%. Aujourd'hui, la France a continué. Donc, le problème français est que même dans des périodes où la dette, en Italie par exemple, la dette italienne est autour de 110% du PIB,
baissé, en France, elle a augmenté. Donc, il y a des situations presque structurelles qui poussent à des difficultés de contrôle de la dette. Et je termine sur le problème du modèle social. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on a un modèle social de la zone euro. On n'a pas, en gros, dans l'essentiel, un modèle social français, un modèle social hollandais, un modèle allemand ou italien ou espagnol. Mais c'est quoi alors, ce modèle social? Un modèle social de la zone euro qui est le welfare state, qui est l'État-providence capable d'intervenir pour aider les couches les moins développées, les moins fortunées de la population. Alors, on est tous pareils. Chacun interprète ça sur la base de sa situation. Mais nous avons un patrimoine qui a une valeur et qui est le modèle social européen. Madame Peller, ensuite Madame Bollel. Oui, pardon. Le modèle français, encore une fois, il y a deux points de faiblesse. Le point de faiblesse, c'est la dette. Et l'autre point de faiblesse, c'est le problème de l'économie française, de la création d'emplois. Et à chaque reprise, vous avez une croissance un peu plus molle que les autres et un niveau de chômage trop élevé. Et là, ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le problème des charges de l'imposition sur les sociétés qui empêchent les employeurs de créer des emplois. Pour vous donner un chiffre, les charges patronales en France, c'est autour de 29%. En Angleterre, c'est 9%. Ça veut dire l'employeur paye 3 fois plus pour employer quelqu'un en France qu'en Angleterre. C'est un vrai problème. C'est aperçu politiquement comme juste d'imposer cette charge sur l'employeur. Mais en termes de l'absence de création d'emplois, et surtout pour les jeunes, c'est tragique. Mais alors, je ne comprends pas. La France compte 8,6 de chômage. Vous dites qu'il y a un modèle social européen unique, etc. Hein, Madame Bollel. 8%. Les États-Unis, 8,1. La zone euro, 8,5. Nous sommes. Alors, on est tous. Ça veut dire quoi? Pour continuer ce que dit Toscano, on est tous logés à la même enseigne, quoi. Celle du chômage de masse. Alors, il n'y aurait rien à faire de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous... Non, mais je voulais revenir à ce que disait M. Bertrand. C'est qu'en effet, la France va mieux pendant la crise, mais allait moins bien quand il n'y avait pas de crise. Et la question, c'est la question des États-Unis, par exemple. OK, maintenant, on a un chômage de 8%. Oui. Mais ça, c'est le choc pour nous. 8%, c'est quelque chose de terrible. C'est jamais vu. Jamais vu, enfin depuis très très longtemps. Normalement, c'est 5%. C'est une grande différence. C'était toujours cette question du marché de travail, d'emploi, tout ça. Et aussi, il faut dire sur le budget, le déficit budgétaire, nous maintenant, nous avons de 13% de déficit budgétaire. Donc nous sommes les rois de tout ça. Mais ça, c'est à cause de la crise. Donc la crise est arrivée, on s'est lancé. Il faut dire que le plan de relance aux États-Unis, avec beaucoup d'assistance sociale, le système welfare, je dirais que ça aussi, on le partage. C'est pas seulement européen. C'est juste le système providence est le même, mais je reviens à votre profession de foi. De M. Bertrand. De M. Bertrand, à la relance, c'est qu'il suffit de regarder l'Allemagne, on est face au même problème, à peu près le même système social, je suis d'accord avec Alberto, mais après, pour la relance, on a quand même une structure économique qui est tout à fait différente. On a des PME qui sont orientés vers l'export. Alors, ce qui fait que pour le moment, c'est vrai, on a du plomb dans l'aile, parce qu'avec 40% du PIB créé par l'exportation, on se porte très mal. En fait, on n'est pas à 3,8, moins, on est à 6. Oui. 6 Moins 6. Ça, c'est la Commission européenne qui, dans ses pires des visions. Mais ça veut dire, d'un autre côté, que la relance venue, nos PME seront dans une capacité de réagir beaucoup plus vite qu'en France. Mais c'est pourquoi c'est fatal comme ça? Là, je ne comprends pas. Expliquez-moi pourquoi. C'est pas fatalité. Non, mais il y a des différences structurelles. Il y a des différences conjoncturelles. Et là, nous en sommes parfaitement conscients. Et là, l'idée, pendant la période de crise, parce qu'il ne faut pas attendre l'après-crise, c'est de préparer aussi les nouvelles formes de croissance en France, de permettre à nos PME de pouvoir grandir plus facilement, d'avoir accès au financement, d'être davantage tournés vers l'export, de ne plus avoir ces plafonds de verre que sont parfois des seuils techniques, administratifs, sociaux. On peut assurer concrètement de continuer les réformes qui ont été engagées. Ça fait partie des sujets. Vous savez pertinemment que c'est pas une tradition française, les réformes, mais que depuis 2 ans, on a mené par exemple 90 réformes. Il n'est pas temps de s'arrêter. Oui, je crois que c'est même le mot qui couvre tout. Non, il ne faut pas avoir peur des mots. Je voudrais juste finir sur ce point. Sur ce point. C'est qu'ensuite,
2 réformes majeures cette année, 2 réformes majeures. La suppression de la taxe professionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est un impôt qui pèse sur le travail, sur l'emploi. Parce que nous restons dans la même logique, il faut arrêter de pénaliser le travail si nous voulons créer des richesses. L'autre réforme importante, la réforme des collectivités territoriales. La France se singularise par un système où vous avez au moins 5 niveaux de décision, donc 5 fois plus de temps que dans d'autres pays pour prendre une décision. Commune, intercommunalité, pays, département, région. Cette réforme se fera parce que ça nous donnera un système plus simple, plus lisible et aussi moins cher, qui ne freinera plus l'activité. Je sais bien qu'historiquement, vous êtes des observateurs, vous le savez bien, ça s'est toujours passé comme ça. Nous ne voulons pas que ça se produise comme ça parce que nous ne voulons pas prendre de retard. Monsieur Pérez, qu'est-ce que vous garderiez, vous, du système français ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Eh bien, justement, dans la manière de bâtir ce système, il y a eu toujours des chocs assez joyeux, on va dire, entre des mouvements sociaux massifs. Je remarque que la plateforme syndicale conjointe qui a mis 4,5 millions de Français en 3 journées, et qui est un véritable projet alternatif au gouvernement Sarkozy, n'a pas soulevé de Français dans la rue, vous voulez dire. Mais je voulais en revenir à un point, parce que le niveau d'endettement, moi je ne pense pas qu'on puisse en vouloir à ces gouvernements. Un niveau d'endettement et de déficit élevé fait partie du modèle social français. La France gère bien ensuite son titre de dette, etc. Elle rembourse moins que d'autres pays. Et en revanche, ce qui ne marche pas là maintenant, et vous êtes au pouvoir depuis 7 ans quand même, ce qui ne marche pas là maintenant, c'est que vous avez par exemple les records historiques de foyers surendettés. C'est-à-dire des Français, vraiment, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Vous maintenez, par exemple, la suppression des 35 000 postes de fonctionnaires l'année prochaine. 35 000, vous détruisez 35 000 postes de fonctionnaires. Et à côté de cette destruction des gens qui pouvaient entrer dans la carrière de la fonction publique avec un bon salaire et des bonnes perspectives, de la formation, injecter de l'énergie dans des territoires, vous supprimez ces postes, mais par contre, vous créez des rustines sociales. C'est-à-dire pour les jeunes qui se retrouvent au chômage précaire et qui n'ont pas le droit au chômage, on va lui donner 150 €. Voir si... Pour les vieux qui ont du mal à arriver à la fin du mois parce que leurs pensions sont ridicules par rapport à la montée du prix de la vie, on va leur donner un petit chèque pour qu'ils puissent se payer un employé au service des personnes. Et ça, c'est de la dépense non productive. Attendez, le problème de la France, ce n'est pas... Le problème du modèle social français, ce n'est pas les niveaux élevés des dépenses publiques, qui est toujours... Est-il productif et cohérent ou pas ? Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cohérence, justement parce que le retournement de Nicolas Sarkozy, c'est comme un goal, on a utilisé à public cette métaphore, c'est comme un goal qui s'était lancé pour arrêter le penalty dans une direction. Il était arrivé avec un programme ultralibéral, et après, il a vu venir la crise. Et il s'est adapté à la crise. En fait, il s'est adapté à la crise, c'est ça que vous dites. Il s'est adapté. Oui, voilà. Oui, mais vous pensez, ça vous fait rire, mais vous pensez ça aussi. J'aimerais bien savoir ce que vous gardiez. Mais c'est les métaphores entre Chinois et Espagnols. Entre Chinois et Espagnols, ça m'a bien. D'accord. Dans la globalisation, je veux dire. Le goal, ça vous a plu ? Oui. Moi, de loin, de Chine, j'observe la France, c'est d'une façon peut-être différente. Parce que chez nous, c'est la croissance qui l'emporte, c'est pas l'emploi. Pourquoi ? C'est parce que la croissance crée des emplois. S'il n'y a pas de croissance, justement, s'il n'y a pas de croissance, comment peut-on avoir l'emploi ? Moi, je suis assez d'accord. Par exemple, l'axe UMP, Parti communiste chinois, par exemple, en Chine, le mois d'avril, le taux de croissance en Chine s'est atteint le 7%. Mais 7%, c'est énorme, c'est important. Et ça va créer beaucoup d'emplois, justement. Mais c'est vrai, monsieur Ruelin, ce que si on protège trop dans la période de crise, oui, il faut le protéger, obligé. Mais il faut quand même... Il ne faut pas trop protéger. Oui, il ne faut pas trop protéger. Surtout, c'est que lorsqu'on... Mao, pour les entreprises, ils sont devenus fous, Mao. Oui, alors. Surtout pour les entreprises, pendant les périodes difficiles... Pourquoi l'État français ne peut pas, par exemple, geler un peu les dividendes pour aider les créations? Mais c'est vrai ce que vous avez dit, que jamais... Vous avez un copain investisseur chinois qui a dit « Oh là là, ce pays où on séquestre les patrons, moi je ne peux pas y aller, j'ai peur de la France, oui, etc. » tout à fait, c'est vrai. Bien sûr, quand on voit les patrons séquestrés comme ça... on peut pas... Pour un Chinois, c'est effrayant. Il n'y a pas de syndicats en Chine. Il n'y a pas de syndicats en Chine. Qu'est-ce que vous racontez, il doit sortir ? Parce que en Chine, il y a des syndicats. Il y aura des séquestrations. Sur ce qu'a dit Publico. Sur ce qu'a dit Publico, c'est-à-dire M. Pérez. Il y avait 4 ou 5 points, juste bien repréciser les choses. Pourquoi il y a plus de surendettement
Vous l'avez compris, si on a un modèle social, oui, mais un modèle social qui existe, c'est pas lié à cela. C'était votre force, la santé de l'économie des ménages. L'État s'endettait pour que les ménages n'aient pas à les faire. Non, c'est aussi parce qu'il y a une tradition. Autant dans certains pays comme les États-Unis, les gens sont plutôt endettés. En France, on est plutôt emprunteurs. Et nous sommes d'ailleurs les deuxièmes au monde pour le taux d'épargne. Ce qui montre bien, comme le disent parfois certains commerçants, il y a de l'argent, mais les Français ne dépensent pas cet argent. Ils le mettent de côté parce qu'il n'y a pas encore le retour de la confiance. Vous avez évoqué 4 points. Sur le surendettement, il y a aussi une tradition française. Et les établissements, de nombreux établissements portent une lourde part de responsabilité de prêter sans s'assurer que ceux à qui on prête pourront rembourser. Il a fallu différentes lois, il y en a une prochaine, sur le surendettement des ménages. Pendant des années, on a prêté des crédits revolving, des crédits à la consommation, sans s'assurer que les personnes... C'est le subprime, ça, c'est quoi? C'est d'une certaine façon appliqué à la consommation. Avec la précarité, avec l'explosion de la précarité. C'est pas la même chose, sauf que les personnes qui sont surendettées, plus souvent, j'en rencontre dans ma permanence chez moi, dans ma circonscription, c'est aussi les aléas de la vie. Quelqu'un qui se sépare, une femme divorcée, se retrouve aussi plus facilement dans une situation de surendettement parce qu'elle devient seule et qu'il n'y a plus qu'un salaire. Donc ça n'est pas le système social. Les records historiques. Je voudrais juste vous expliquer. Donc c'est pas le système social, parce que vous avez dit vous-même qu'il était important. Deuxièmement, sur un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite non remplacé. Ça fait 35 000 en moins. 2010. Ça fait 35 000 recrutement quand même chaque année. Ça fait une destruction nette des 35 000 postes de la fonction publique d'État. Vous n'avez pas donné l'autre version. C'est le verre vide et le verre plein, oui. Non, monsieur. Non, d'État. Parce que d'une part, ça amène à un point qui est important. Nous veillons à ce que les dépenses de l'État, on ne dépense pas n'importe comment. Sur les dépenses sociales, on fait aussi attention. Mais sur les dépenses des collectivités locales, ça ne va pas. Et il faut aussi veiller à ce qu'on ne dépense pas à tort et à travers au niveau des collectivités locales. Mais avec 1 sur 2 partant à la retraite non remplacé, 1 sur 2, vous savez à combien on sera en 2012 ? On sera au taux de fonctionnaires de 1992. On n'était pas un pays, à mon avis, sous-équipé en termes d'administration en France. Donc ça fait partie des choses... Mais est-ce que la société est devenue plus complexe ou pas ? Je vais juste finir. Je pense franchement que des emplois vraiment créateurs de richesse sont davantage des emplois dans le privé, fournis par les entreprises privées. Autrement, c'est de la dépense publique pendant toute l'activité des salariés et aussi avec leur retraite. Et ça, vous le savez pertinemment. Et le dernier point que je voudrais aussi évoquer, vous avez dit pour les jeunes sans emploi, c'est pas 150 €, c'est 500 €. À propos de Xavier Bertrand, on a beaucoup, et je me retourne vers Magnus, on a beaucoup nous glorifié le modèle suédois. Ségolène Royal en faisait une vertu récurrente, enfin, une espèce de paradis, de paradigme. La svétitude. La svétitude, oui, la svétitude, oui. Alors, Magnus, c'est quoi? Vous êtes comme notre ami Ruoline, vous trouvez qu'ici, c'est ce qu'on croit, le modèle suédois? Oui et non. C'est d'abord une manière de gouverner. C'est-à-dire, avant chaque loi qui posait devant les parlements, on arrose toute la société avec ce qu'on appelle des demandes pour avis. Chaque petite association qui s'occupe d'handicapés, par exemple, est consultée, doit répondre démocratie par écrit. Participative, c'est ça? Doit répondre par écrit. Ensuite, au Parlement, on reprend tout ça et parfois, on trouve même de bonnes idées pour modifier un peu la loi. Et ensuite, ça passe. Ça, c'est sur le mode. Et sinon, au quotidien, c'est une mode beaucoup plus concertée. Mais c'est vrai, par exemple, dans mon journal, ils vont licencier 100 personnes. Oui. Du jour au lendemain, ça fait mal. Donc, le syndicat va se mettre avec l'État est moins présent ou... Ça, c'est quand je dis non en Suède, parce qu'on voit souvent la Suède un peu comme la France. Mais non. C'était un peu comme la France il y a 20 ans, sauf qu'aujourd'hui, l'État en Suède est passer d'un exécutant à quelque chose comme plus comme un contrôleur de qualité. C'est vrai qu'on discute du nombre de types à licencier, etc. C'est vrai qu'on discute de ça. Les syndicats sont là, comme ça, ils discutent tout le temps, etc. Les syndicats sont toujours là, ils participent un peu plus à la stratégie de l'entreprise. Et sinon, l'État, par exemple, dans l'enseignement, où on a complètement décentralisé l'enseignement depuis 15 ans. Donc on ne peut pas séquestrer un patron suédois. Ce serait un peu idiot parce que ça arriverait à quoi au final? C'est un peu la même chose ici. mais je voulais juste avoir une petite précision. Lorsque vous dites dépenser à tort et à travers, je pense qu'on a le doigt sur le point sensible. Qu'est-ce qui sont aujourd'hui en France, selon vous, les dépenses en tort et en travers? Où est-ce que vous aimeriez couper? Je pense. S'il devait couper s'il devait. Le jour où il va falloir couper, vous coupez où? Le jour où vous augmenterez les impôts. Il n'en est pas question. Bon. Et je vais vous dire pourquoi.
C'est parce parce que ce débat-là, c'est un débat qui peut être un débat intéressant. Non, je vous le donne. Je réponds à Serge Moati en premier ou à vous en premier, Serge? Choisissez entre l'amitié franco-suédoise et moi. D'accord, je ne vous oublie pas. Un exemple type, les collectivités locales. Vous avez aujourd'hui, vous êtes un chef d'entreprise, vous voulez vous implanter quelque part. Vous allez aller voir le maire, vous allez voir le conseil général et le conseil régional. Le conseil général et le conseil régional, deux personnes, même de la même sensibilité politique, qui n'ont pas le même langage, le même discours et qui ont deux services d'action économique différents. Les deux ne travaillent pas assez ensemble. Le jour où vous avez un seul élu, au département et à la région, vous avez forcément un seul service d'action économique. Vous en arrêtez avec les doublons et vous faites gagner du temps au chef d'entreprise. S'il gagne du temps, l'entreprise ouvre plus vite, les emplois sont créés plus vite. Il n'y a qu'en France où vous avez ce millefeuille indigeste. Il faut aujourd'hui changer. D'accord, mais répondez maintenant à la question. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait deux couples avec deux fois les mêmes élus, commune, intercommunalité, département, région, ce qui va simplifier les choses et ce qui va être créateur d'emplois beaucoup plus facilement. Vous vouliez un exemple dans votre propre parti? Oui. Au sein du mouvement populaire. Vous gardez le dos juste qu'ils travaillent ensemble. Oui, mais sauf que vous évitez tous les doublons. Si c'est le même élu, vous n'aurez plus d'un côté un service d'action économique et de l'autre côté le même service. Est-ce que vous avez l'impression... Je peux revenir sur les impôts? Oui, mais vous vouliez... Je répondais à l'amitié franco-suédoise que vous évoquiez. C'est vrai. Alors maintenant... Sur les impôts, il n'est pas question d'augmenter les impôts. Parce que justement, que ce soit en période de crise ou en sortie de crise, vous avez besoin qu'il y ait un maximum d'argent dans l'économie. Parce que si vous avez de l'argent dans l'économie, ça finira par profiter à l'État. C'est le fameux bouclier social. Non, la TVA, par exemple, l'impôt sur les sociétés. Si vous ramenez tout l'argent pour l'État ne va pas forcément dans l'économie. L'argent qui va dans l'économie finit forcément par profiter à l'État. Ça serait un contresens et une erreur terrible en période de crise, comme en sortie de crise, d'augmenter les impôts. Dites-moi, est-ce que vous avez l'impression, madame, vous vouliez intervenir, mais est-ce que vous avez l'impression, vu de The Economist, ou vu de là où vous êtes, qu'en France, on a une spécialité nationale, enfin, entre autres, c'est les grèves, les conflits, les machins comme ça. C'est vrai, ça, ou pas? Il y a toujours cette tradition jacobine, d'accord. Mais en dehors de ça, je crois qu'il y a une grande sociale qui existe. Mais plus que chez vous, plus que partout. Oui, parce que c'est une évidence. Non, on dit le Suédois. Non, alors. Dans les faits, vous faites moins la grève qu'en Suède, par exemple. On fait moins la grève qu'en Suède. Bon, et vous, moins qu'en Italie. On fait moins la grève qu'en Italie. Il faut distinguer la grève et les manifestations dans les rues. C'est pas forcément la même chose. En France, on fait moins la grève qu'en Italie, mais la particularité française est qu'il n'y a pas de dialogue social. Quand on fait la grève en Italie, il y a des syndicats responsables qui ne séquestrent personne, à la différence des irresponsables qui ont fait ça dans certaines usines françaises. Et on a des syndicats capables de gérer un dialogue social avec l'État. Mais la faute à qui ce non-dialogue social dont vous parlez? En France, on arrive à la grève comme extrême. Il y a aussi une extrême gauche en France qui joue un rôle très différent des autres. Et le poids de l'extrême gauche en France est lourd. Et on le voit dans la vie sociale et même dans la vie économique. Il faut remettre en place au moins une chose. Les actions des ouvriers des Continental ont servi à prouver que leur entreprise n'avait pas respecté la procédure. Et combien d'investissements étrangers ils ont fait perdre à la France pour le plan social? Pas besoin de saccager une sous-préfecture pour le Deuxièmement, ensuite, ça a été une action collective dans le cadre d'un mouvement social et ça a servi à prouver... C'est pas ça le mouvement social. Ils ont agi en la violence sociale, ce n'est pas l'histoire du mouvement social dans notre pays. Et ça ne sera... Non. Pas en saccageant une sous-préfecture. Vous ne pouvez pas vous ne trouvez aucune... Je crois que c'est peut-être... Aucune excuse, aucune compréhension. Et quand il n'y a pas d'autre solution, quand ils pensent tous... Ça n'est jamais une solution que de séquestrer un patron ou de saccager une sous-préfecture. Jamais. Et d'ailleurs, je voudrais le dire, Berthoud a raison de le préciser, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un dialogue social qui doit être renforcé partout, au niveau national comme au niveau local. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, vous en avez certains qui mettent de l'huile sur le feu. Il y a une place de l'extrême gauche dans notre pays. Vous voyez par exemple M. Besancenot, il parle très peu des européennes. Vous le voyez à chaque fois qu'il y a des difficultés dans une entreprise. Il a choisi son terrain. C'est un terrain maintenant syndical et social et plus un terrain politique. Il a tort d'aller voir les entreprises? Que les syndicalistes s'occupent du social et ils le font avec un esprit de responsabilité, que les politiques soient aussi sur le champ politique. Est-ce que le pluralisme fait partie du modèle français ou pas? Est-ce que le pluralisme fait partie du modèle social français ou pas, M. Bertrand? À quel niveau? Le pluralisme politique, je vous le dis. C'est d'ailleurs la tradition française. Le Front de gauche
Et Hello représente, selon les sondages, entre 17 et 16% des voix. Donc, oui, tout à fait. Madame, parce qu'ils ne sont pas sur le terrain politique. Pour changer un peu le centre du débat, qui parle en France pour ceux qui n'ont pas d'emploi? C'est ça qui me frappe toujours avec cette question de dialogue social, des débats, des manifestations dans la rue, des grèves, etc. Qui parle pour les jeunes qui n'ont pas encore eu un vrai job, ils passent de CDD à CDD? Qui parle pour ces personnes-là? Et on parle souvent syndicats, patronat, gouvernement. Et on n'entend pas la voix de ceux qui n'ont pas forcément d'organisation pour s'exprimer en France. C'est ça? Un peu, oui. Je crois que Sophie a un point très important, et je crois que c'est ça qui crée cette impression d'inégalité dans un pays qui se vante quand même d'être le champion de l'égalité. Voilà. Et puis aujourd'hui, je trouve que ça c'est un des plus grands défis de cette crise et qui va peut-être s'accentuer plus à la rentrée en automne, que ce sentiment d'inégalité, peut-être même pas vrai, mais les inégalités senties, ça accroît, et même dans les classes moyennes. Sur les jeunes, le sujet des jeunes est crucial. Absolument. Le sujet des jeunes est crucial. Non, mais entre autres, ce sentiment d'inégalité, ce sentiment qu'on n'est pas représenté quand on ne fait pas partie d'une association, c'est ça que vous dites. Enfin, surtout pour les jeunes. Pour les jeunes qui ne sont pas encore syndicalisés, ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas de job, donc ils n'ont pas d'emploi. Et un chômage massif, je ne sais pas comment vous en êtes dans les différents pays. Même au-delà de la crise, pour les jeunes, ça a toujours été beaucoup plus difficile pour intégrer le marché du travail. Sauf qu'aujourd'hui, avec la crise, il ne faut pas que ça leur semble être devenu mission impossible. Et l'autre problème que vous avez, parce que nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas une fracture générationnelle dans notre pays, ils ont le sentiment qu'ils ont des difficultés à s'insérer dans la société, et quand ils sont insérés, ils ont le sentiment qu'ils contribuent à un modèle social dont ils ne sont pas sûrs, eux, d'en bénéficier le moment venu. C'est notamment sur la question du financement des retraites. Et ce sujet-là, crise et après-crise, doit être pour nous, c'est le cas pour ma famille politique, une priorité absolue. Alors qu'est-ce que vous faites pour les jeunes? Là, pour les jeunes qui sont à 25%, dans les banlieues jusqu'à 50%, dans les certains franchement, vous êtes observateur, vous savez quelles sont les mesures qui ont été décidées. Vous les connaissez, d'accord. L'alternance, c'est-à-dire d'orienter les jeunes vraiment vers l'entreprise. Pendant longtemps, c'est vous qui avez parlé de rustines tout à l'heure, pendant longtemps il y a eu des rustines, notamment avec les emplois jeunes, où on plaçait des jeunes, on les faisait sortir des statistiques. L'idée de l'alternance, c'est de leur donner un métier, de développer aussi du tutorat, qu'un salarié âgé puisse aussi apprendre le métier à un jeune. C'est quelque chose qui existe chez vous, qui n'existe pas encore assez en France. Ça aussi, c'est une vraie voie. Et là, vous pensez, vous en pourrez recaser combien? Ce qui a été indiqué, c'est qu'on pense qu'il y a, mais vous savez, en matière de statistiques, plusieurs centaines de milliers qui vont pouvoir trouver un emploi avec ces mesures. On parle entre 200 000 et 400 000, mais ce ne seront pas des mesures ponctuelles. Parce qu'on a un taux de chômage des jeunes qui est quasiment d'1 sur 4, des surdiplômés aussi qui ne trouvent pas, et puis un dernier chiffre, on parle beaucoup de chiffres. 158 000 jeunes sortent chaque année en France du système éducatif sans rien. Sans rien. Et pour eux, ça sera beaucoup plus difficile que pour les autres. Voilà pourquoi il faut aussi qu'on développe l'apprentissage, parce que ça apprend un métier. En juin 2004, le slogan de l'UMP pour les précédentes européennes c'était « L'Europe, c'est la France en grand ». Au moins, c'était clair. Bon, vous persistez... Quel horrible slogan. Quel horrible slogan, me dit M. Toscano. Quel terrible score. Quel terrible score aussi. Quel terrible score aussi. Oui, alors, est-ce que vous persistez et signez dans l'erreur? Donc, plus que jamais? Une Europe qui protège. Voilà justement ce que nous voulons faire. L'Europe sociale, donc c'est vous, alors vous Non, reprenez. mais attendez, l'Europe sociale, je crois que ça a été dit tout à l'heure, l'Europe sociale, j'ai eu la chance d'être président en exercice pendant 6 mois de l'Union européenne, on a fait passer des textes sur les travailleurs intérimaires. Au premier jour, un travailleur intérimaire a les mêmes droits qu'un travailleur permanent. On a fait passer des textes sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Le vrai sujet de l'Europe sociale, c'est à la fois de concilier en même temps développement économique et développement social. Le développement social n'est pas l'ennemi du développement économique. Et l'autre sujet, c'est que ceux qui aujourd'hui peuvent faire du dumping social doivent en finir, et il faut aussi qu'ils élèvent leur niveau de protection sociale. La Chine, par exemple, est en train, on ne parle pas de l'Europe bien sûr, mais la Chine est en train de préparer un système de protection sociale pour l'ensemble des Chinois, ce qui montre bien que cette élévation du niveau de protection sociale, c'est un sujet universel. Pourquoi vous avez dit l'Europe en plus grand? Quelle horreur? L'Europe, c'est la France en plus grand? Parce que l'Europe sera le résultat de notre travail commun pour construire quelque chose de nouveau, où on fera de notre mieux pour prendre le mieux de chacun et pas le pire de chacun. Et l'Europe ne sera aucun de nos pays en grand. Ça se vérifie dans les empires, dans la conquête militaire, pas dans les processus démocratiques. Bon, alors, oui, M. Rueline, un dernier mot, oui. Le dernier mot, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, notre consoeur américain et moi, on vous observe, on regarde. Mais en fait,
celui qui va tirer le monde sortir de la crise, peut-être c'est nos deux pays. Hein. L'Europe, il ne faut pas être trop concentré sur vous-même, il faut regarder le monde. Parce que le monde bouge beaucoup plus rapide. Et nous regardons avec attention ce qui se passe chez vous, cher monsieur Relin, et je vous remercie beaucoup de votre présence. C'est très important que vous ayez été là. Merci beaucoup. Merci Madame Bollen. Merci beaucoup Madame Peter. On renvoie à The Economist, n'est-ce pas, où nous sommes si loués. Merci Alberto Toscano. Merci Monsieur Falkenhayn. Merci Monsieur Simons. Merci Monsieur Pérez et merci Monsieur Relin et merci beaucoup Xavier Bertrand. Donc nous nous retrouvons. Donc Riposte sera rediffusé ce soir à 22h20. 22h20. Si vous voulez vous prolonger le débat, vous pouvez rejoindre évidemment le site de France 5, france5.fr, dimanche prochain. Alors, vous disiez qu'on ne s'intéressait pas. Si, on s'intéresse aux élections européennes. Il y aura 2 émissions spéciales européennes. Et par exemple, la semaine prochaine, je peux déjà vous dire qu'il y aura Olivier Besançon sur ce plateau, Benoît Hamon, Jean-François Kahn et Marine Le Pen, déjà. Puis la liste s'allonge, évidemment. 2 émissions spéciales consacrées à l'Europe. À dimanche sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup, merci mesdames, merci messieurs, merci de votre présence sur ce plateau. Merci.